Bonjour à toutes et à tous. Nous reprenons nos travaux, notre discussion, et nous le ferons dans une certaine continuité avec la table ronde précédente. Nous l'abordons par un autre angle qui sera celui des institutions et celui de l'accord de Cotonou, qui était la continuation de l'accord de Lomé entre l'Union européenne et l'Afrique. Pour cette table ronde, nous avons... Je trouve. Voilà, ça y est. Nous devons excuser, je dois excuser notre ami Augustin Loada, qui premier vice-président de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, qui était là pour représenter Maître Stanislas Benevende Sankara, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme du Burkina Faso, et qui, pour les raisons que vous comprenez et que vous savez avec les événements qui se sont passés, n'a pas pu prendre l'avion pour être avec nous aujourd'hui. Nous avons avec nous donc Maïté Molla, qui est vice-présidente du Parti de la gauche européenne, qui est espagnole, qui est membre du comité central du Parti communiste d'Espagne et qui est membre de la coordination de la gauche unie en Espagne, et qui est une militante féministe et une européiste convaincue, mais on verra comment elle traite de cette question de l'Europe et des rapports avec l'Afrique. Et puis, nous l'aurons alors en visioconférence, Godwin Murunga, qui est historien, analyste politique d'origine kenyane et qui est secrétaire exécutif du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, qui est un organisme de recherche panafricain. Donc nous l'abordons maintenant, la question du rapport entre l'Union européenne et l'Afrique à travers les accords de Cotonou. Les accords de Cotonou qui sont des accords qui datent des années 2000, mais qui ont été réactivés en 2021, après de longues discussions, et qui soulèvent donc la question du type d'institution de coopération ou de travail en commun entre l'Union européenne et l'Afrique. On voit bien que la dénomination elle-même prête à discussion. Parler de l'Union européenne comme en soi, ou parler de l'Afrique en soi, soulève ensuite toute une série de questions sur les types de politiques à mettre en œuvre, puisque ce sont à la fois des entités, soit géographiques, continentales, quand on parle de l'Afrique, soit de l'Union européenne, continentale et politique, mais nous savons bien que nous avons un problème, puisque si on prenait les grands thèmes qui vont être ceux du sommet Union européenne-Afrique qui vont se tenir les 17 et 18 février à Bruxelles sous la présidence française, il y a trois grands thèmes qui doivent être abordés, qui est celui de énergie-climat, qui est celui de mobilité-migration et qui est celui des vaccins, de la pandémie. Et si je les concentre autour de la question de l'énergie, de la migration et des vaccins, ce sont trois questions sur lesquelles, aujourd'hui, aucune réponse réelle, efficace, concrète, permettant de résoudre ces questions-là, n'est arrivée d'Europe, ni dans la discussion avec nos amis africains. Et donc là, nous voyons bien que nous sommes au cœur, finalement, d'un débat sur le type de rapport institutionnel qui peut exister et le type des politiques qui sont mises en œuvre. Et à ce jour, même s'il y a eu des actes qui ont été pris, que ce soit pour les vaccins ou que ce soit pour d'autres questions, nous voyons bien qu'ils sont aujourd'hui inefficaces par rapport à la hauteur des enjeux et par rapport à l'urgence de ces questions-là. Donc, je vais donner tout de suite la parole à Maïté pour aborder cette question-là. Mais dans notre réflexion, je pense que je vous propose de continuer de la prendre dans la continuité de ce qui a été dit tout à l'heure, à travers l'angle notamment de la souveraineté monétaire ou à travers les questions plus économiques, plus purement économiques, mais dont on a vu qu'elles touchaient à des questions tout à fait essentielles sur le devenir même des relations à l'intérieur même entre pays africains ou à l'intérieur même du continent africain ou du sous-continent, pour parler de notre région ici, mais aussi dans le type de relations à établir. Et on voit bien comment, y compris la question du franc CFA, du franc CFA, se trouve lui-même articulé par rapport à l'euro et par rapport aux questions posées ici. Donc nous sommes devant des nœuds de contradiction dans un moment absolument stratégique dans les choix à faire sur les grandes questions, que ce soit l'immigration, que ce soit l'énergie ou la lutte contre
contre le changement climatique, ou la question des vaccins immédiatement, avec la question des levées des brevets. Et vous voyez bien qu'on touche à des questions tout à fait dans l'urgence et qui appellent des réponses et dans lesquelles l'Union européenne aurait un rôle à jouer, je ne t'anticipe pas sur ce que tu vas dire Maïté, mais dans lequel l'Union européenne aurait à jouer, puisque d'un côté, si on est dans les grands ensembles, on a les États-Unis, on a la Chine, mais quelle est la réponse effective? Et alors, où sont les blocages et quelles sont les batailles politiques à mener pour qu'effectivement ces relations puissent être des relations et d'égalité et d'efficacité? Alors Maïté, je te donne tout de suite la parole pour 15 minutes. Voilà. Essayez de ne pas tomber. Bon, et merci beaucoup Daniel. Et nous sommes amis il y a beaucoup d'années. C'est un plaisir d'être avec toi ici. Et je vais commencer disant, improvisant tout à fait, que oui, je suis européiste, mais je suis tout à fait contre ce modèle européen que nous avons construit. Je suis tout à fait contre l'Union européenne et je voudrais ce qu'on aura dû faire, que c'était une Europe de l'Atlantique au Urales, je ne sais pas le dire en français, mais c'est évidemment comprenant la Russie, etc., jusqu'à tout ce qui s'appelle l'Europe, que maintenant on pense que c'est une européenne. Et alors, je dois vous demander mes excuses parce que je dois lire mon intervention parce que mon français, ce n'est pas mal. En espagnol, je peux improviser beaucoup, mais en français, je n'oserais pas le faire. Alors, de la part du parti de la gauche européenne, et je vais aussi saluer à Pierre Laurent, vice-présidente du parti de la gauche européenne qui est aujourd'hui avec nous. Et on remercie la Fondation Gabriel Péry, la Fondation Rosa Luxembourg et le Parti de l'indépendance et du travail du Sénégal et évidemment le Sud-Est, enseignement supérieur, d'avoir organisé ces importantes journées de travail, de débat et d'études sur les relations entre l'Afrique et l'Europe. Les analyses concrètes, des dynamiques concrètes sont le meilleur outil pour proposer des alternatives à la réalité que nous vivons. Depuis la gauche européenne, nous devons jouer un rôle critique vis-à-vis des politiques et programmes de coopération internationale et des instruments mis en œuvre par l'Union européenne, y compris les accords de Cotonou, car ils partagent le même modèle de développement fortement lié à une croissance économique non durable qui génère des inégalités et dévaste l'environnement, bien que la lettre dit le contraire, et l'Union européenne devrait obliger le Nord à changer son modèle de production afin de pouvoir coopérer véritablement au développement du Sud. L'objectif théorique d'éradication de la pauvreté, de développement économique, culturel et social a fini par reproduire un mythe néolibéral et les contradictions fondamentales entre pays riches et pays plus pauvres, loin d'être réduites ou résolues par la coopération et les investissements internationaux tendent à rester liés à la vision néocoloniale. Plusieurs d'entre vous que vous avez parlé les jours avant, vous et aujourd'hui aussi, vous l'avez mentionné. En outre, au niveau géopolitique, l'Union européenne reproduit la dynamique de la concurrence avec la Chine, la Russie, l'Inde et la Turquie, qui investissent en Afrique et en partie s'impliquent même dans les conflits en cours. La France est également fortement impliquée dans les opérations commerciales et militaires sur le continent, avec une ouverture claire pour l'Union européenne. Cependant, nous n'aborderons pas ces questions ici, sachant que le militaire et le commercial restent étroitement liés. De plus, ce sont des éléments qui ont été pris en considération par les politiques néolibérales des dernières décennies développées par l'Union européenne, qui se caractérisent par des privatisations, des coupes sociales, des ajustements démocratiques, les poids de la dette extérieure et des relations commerciales de plus en plus inégales. Il est donc clair que le commerce, à travers les accords de partenariat économique,
reste le domaine d'activité privilégié des accords tels que celui de Cotonou. Et afin de profiter de l'ouverture des marchés des 79 pays, Afrique, Caraïbes et Pacifique, ACP, aux économies européennes pour continuer à développer une dynamique de dépendance. En fait, pendant la phase du capitalisme industriel, la coopération au développement des pays dits du tiers-monde a contribué au développement des premiers. Mais dans cette phase du capitalisme financier, elle a servi à tenter de masquer les inégalités tout en essayant de créer une plus grande dépendance des pays dits sous-développés vis-à-vis des pays dits développés. Promettant un plus grand pouvoir d'achat et de consommation, l'Union européenne utilise des mots tels que économie à visage humain, économie solidaire, développement équitable et tant d'autres qui restent seulement des mots. Ces concepts de développement ont servi non seulement à conditionner économiquement, mais aussi à contrôler politiquement, à légitimer l'architecture militaire, policière et judiciaire qui garantit la sécurité des marchés dans le monde entier. La croissance économique ne conduit pas au développement social ou à la réduction des inégalités. Seul un développement synonyme de changement social, de changement productif, de justice sociale et économique est efficace. Aussi, toute politique de coopération devrait-elle emprunter cette voie. En 1987, le rapport Brundtland a proposé l'objectif du développement durable, qui visait à rendre la croissance économique compatible avec les idéaux environnementaux, ce qui permettrait d'atteindre une croissance économique infinie et, de cette façon, de surmonter le conflit entre la souveraineté nationale et l'écologie. Mais nous constatons que cela n'a pas été possible, comme en témoigne la signature de l'accord de libre-échange entre les blocs du Mercosur, vous connaissez, Amérique latine et l'Union européenne, et aussi l'accord de Cotonou lui-même. De plus, il suffit de regarder les désastres environnementaux qui se produisent surtout dans le sud global pour comprendre que ces évaluations et programmes dits durables étaient erronés. Par la suite, après l'implosion du camp socialiste au début des années 1990, la Banque mondiale a lancé le concept croissance économique avec équité, le nouveau modèle de développement capitaliste qui n'avait plus de contrepoids mondial, était fondé sur une accumulation et une concentration des richesses qui excluait encore davantage la distribution, car elle approfondissait le modèle d'inégalité et de dépossession. L'alignement de l'Union européenne s'inscrit totalement dans la logique ultralibérale d'institutions telles que le Fonds monétaire international et l'Organisation mondiale du commerce. Ces institutions qui ont promu et diffusé le processus de mondialisation n'ont pas été en mesure d'arrêter les fortes contradictions qui les caractérisent. D'un côté, nous avons une intégration frénétique de la population mondiale avec les avancées technologiques, une plus grande offre de produits, une réduction des temps de production et de distribution, ce qui était impensable il y a encore quelques décennies, mais en même temps, une grande partie de la population ne peut pas accéder à ces phénomènes que la mondialisation génère. En raison des causes multiples, nous voyons la contradiction entre l'accumulation et la croissance économique et les distorsions structurelles du système économique, telles que la répartition inégale des revenus, la précarité de l'emploi, le chômage, comme une armée de réserve de main-d'œuvre. Autre que le commerce, moteur des inégalités,
tant qu'il est à présent, les autres domaines d'activité de ce type d'accord de partenariat sont le développement durable et l'immigration. Dans le cadre du nouveau budget à long terme de l'Union européenne pour la période 2021-2027, l'Union européenne finance la plupart de ces programmes de développement en faveur des pays partenaires ACP par le biais de l'instrument de coopération internationale, de coopération au développement et de politique de voisinage. L'Europe dans le monde pour un montant total d'environ 79,5 milliards d'euros. Les secteurs concernés sont notamment la transition numérique et écologique, l'emploi, la paix et la mobilité. Pour chacun d'entre eux, nous pourrions analyser les quelques actions et propositions positives et efficaces qui ont été mises en place, surtout en reconnaissant que même en Europe, ces sujets sont abordés de façon tout à fait insuffisante. Au sein de ces modèles économiques, le modèle de coopération de l'Union européenne a servi à reproduire des économies plus dépendantes dans les pays sous-développés, c'est-à-dire à renforcer la dépendance économique afin de renforcer la dépendance politique. Dans certains cas, nous constatons que les crédits de coopération internationale au développement sont conditionnés à la gestion commerciale des ressources de base qui ont fait l'objet des processus de privatisation, comme par exemple le cas de l'eau. La gauche européenne est pour des ruptures concrètes avec la logique capitaliste et productiviste, et donc contre les accords de libre-échange, en préférant plutôt un échange commercial plus équitable, car on obtiendrait plus de bénéfices et une meilleure répartition. Mais nous voyons dans divers accords commerciaux régionaux comment l'aide à la coopération fait partie des conditions qui rendent les échanges économiques entre pays développés et des pays sous-développés tout à fait inégaux. La bataille contre les accords de partenariat économique est fondamentale, car ils sont les symboles de la stratégie commerciale néolibérale passée de l'Union européenne. Nous nous battons contre eux et nous continuerons à nous battre contre les accords de libre-échange en général, en sachant que nous pouvons gagner avec une mobilisation à grande échelle. On peut prendre d'exemple le TTIP entre les États-Unis et le Canada et l'Union européenne, par exemple. On pourrait appeler cela la véritable bataille pan-européenne avec laquelle nous avons assisté à une énorme mobilisation de tout le continent qui a conduit au rejet de ce type d'accord, sachant que ceux qui allaient payer pour la libéralisation étaient les travailleurs et travailleuses, le résultat étant la perte des services publics. La même stratégie néolibérale se cache derrière le texte écrit et les valeurs que l'Union européenne a toujours mis en avant. Les clauses relatives aux droits de l'homme et aux droits sociaux, ainsi que les paragraphes incluant la vérification du statut des femmes dans les pays afin de signer les accords, une bataille qui a été menée très fortement au sein du Parlement européen, notamment par les féministes du groupe de gauche, sont pour la plupart des principes qui restent lettres mortes. La discordance entre proclamation et acte reste évidente. D'ailleurs, malheureusement, la même tactique s'est répétée pendant la période de la pandémie avec les vaccins. Et Daniel Sirera a dit une chose très importante, que c'est, je ne sais pas si je vais le dire bien en français, la libéralisation des brevets. On doit, ça c'est une question fondamentale et ça continue à être une question fondamentale où, de la part de l'Afrique et de la part de l'Europe, je ne parle pas de l'Union européenne, je dis l'Europe, et quand je dis l'Europe, je veux dire l'Europe, nous devions mener une lutte ensemble. Et je dois aussi reconnaître de nouveau le rôle qu'a eu Cuba dans le processus des vaccins. Je vous félicite, camarades cubains. Alors, et Bruxelles reste, malgré tout ça, le principal partenaire économique de l'Afrique.
et des plus grands fournisseurs d'aide au développement et d'investissement direct. D'où la propension de l'Union européenne à négocier progressivement des accords dans certains secteurs. La migration, par exemple, car l'Europe, d'une part, considère l'arrivée d'Africains sur son territoire comme une menace potentielle, tandis que les Africains et les Africaines, de l'autre, réclament leur droit à la mobilité et à l'entrée légale à l'Union européenne. L'externalisation de la gestion des flux migratoires par l'Union européenne est intolérable. La question doit être prise au sérieux, car il est inacceptable de continuer à considérer la Méditerranée comme le cimetière de trop nombreuses vies de ceux et celles qui ne cherchent qu'une vie meilleure. Et pour finir, les défis auxquels nos sociétés sont confrontées sont communs. Et ce type de rencontre est essentiel pour discuter des alternatives que nous devons construire ensemble. Il est de notre devoir de soutenir les luttes qui peuvent faire la différence. Femmes, jeunes, paysans, pour n'en citer que quelques-unes. En commençant à se parler réellement afin de renverser ces accords et qui ont toute la logique du néolibéralisme. Nous savons très bien que le capital peut facilement parvenir à des accords. Il est donc temps pour nous aussi d'unir nos synergies pour construire une coopération égalitaire à long terme, un partenariat égalitaire fructueux qui favorise la solidarité. Moi, j'aime beaucoup la parole, la solidarité et son cœur. Les alternatives restent difficiles dans le capitalisme, mais nous devons bloquer de tels traités. Et comme j'ai dit, il y a un moment, on a réussi à le faire avec le TTIP. Comme nous l'avons également dit dans les webinaires, on l'a écouté les mois antérieurs, nous avons organisé l'année dernière ces débats pour améliorer les conditions de vie. Il est nécessaire de repenser une large coopération dont les objectifs contribuent à la souveraineté alimentaire, au renforcement des secteurs industriels et économiques, avec une forte protection sociale et à la lutte contre le changement climatique. À cette fin, sur les deux continents, nous devons privilégier le respect de l'environnement dans la production et distribution, donner la priorité aux énergies renouvelables et éliminer les paradis fiscaux, ainsi que l'obligation de déclarer les bénéfices et les impôts pour les multinationales opérant dans les pays ACP. Merci. Ce n'est que dans une société où les valeurs de solidarité, de paix, de préservation de l'environnement et d'égalité prévalent que l'harmonie planétaire sera atteinte. Il est très important que les forces progressistes environnementales et de gauche, ainsi que les mouvements sociaux et les syndicats travaillent ensemble pour créer un autre monde que bien sûr que c'est possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maïté, d'autant que tu as apporté, je crois, une entrée très importante et en attirant l'attention sur le fait que le Parti de la gauche européenne, qui donc regroupe plusieurs partis progressistes d'Europe, enfin beaucoup, de quasiment tous les pays de l'Union européenne, et même plus largement, donc, et qui est co-organisateur, est aussi un interlocuteur pour mener les batailles convergentes. Voilà. Je donne tout de suite la parole au docteur Godwin Moronga, qui est en visio, m'a-t-on dit, ça y est, il est en train d'assister à notre conférence. Et donc, je lui donne la parole dès qu'il pourra la prendre. Et ce sera la dernière... Thank you. Voilà. Thank you very much, Chair, for the opportunity to speak. I wanted to begin by thanking the organizers for inviting me, but also put in my apology for being unable to be present physically for the reason that I had two meetings running almost at the same time, and I had to remain in the office in order to attend to the second meeting. But I think that the question that has been posed for this particular panel is critical for a number of reasons. The focus on the Cotonou Agreement and the fact of its renewal is something that has exercised the attention of
whole range of acts. And in preparing for this particular presentation, I was guided by an article published sometime in around the year 2002 by the late Professor Adebayo, himself a former executive secretary of the United Nations Economic Commission for Africa, and one of the key figures who did a lot to shape economic policy thinking in Africa through the UNCA. And this chapter is titled From the Lagos Plan of to the New Partnership for African Development, and from the Final Act of Lagos to the Constitutive Act. And what this particular chapter raised to me was the centrality of a historical footnote that I feel we need to have at the heart of a discussion about the renewal of Cotonou agreement. It's particularly important because in his conceptualization, there is basically a clash of what he calls development paradigms at the center of many of the partnership agreements that continue to proliferate on the continent. And so in thinking about the renewal of the Cotonou agreement, I think what is key to me is what question we want to ask about the Cotonou agreement, both in its historical dimension, but also in the context of its recent renewal in April 2021. Should we be treating it as a neutral agreement that is central in any way conceivable to the establishment of cooperation between Europe and Africa? Is it a sound basis even of imagining the possibility of Euro-African cooperation? Or in fact, is it an important cog in enhancing European hegemony in Africa, providing an excuse, a sound excuse for the continued hegemony of Europe in Africa, defeating in its very essence the possibility of crafting homegrown policies that might, at least for us in Africa, ultimately ensure the possibility of autocentric development in Africa. Because at the core of the debates that have occurred around the Cotonou Agreement and other EPAs, there has been the question of the capacity of Africa to put together policies that would be useful in guiding the future development of Africa. And in this particular article that Adedeji Adebayo writes, in fact, begins with a quotation from the economist, that well-known publishing out, which published an article that basically asked the continent to forge its own future. What future do you forge when, in fact, you are incapable, as a result of a whole range of factors, to put together your own policies for development? And I think that the tension between the two questions at the table so far, whether the Cotonou Agreement is a sound basis for Euro-African cooperation, or whether in fact the cog in enhancing European hegemony in Africa, the tension between those two questions is very important, partly because the answer is critical for the politics that we associate with the persisting struggle for emancipation in Africa. Words perhaps that sound alarmist, but words that continue to retain a lot of sense. The answer we have for this question is key to determining what forms of mobilizations are necessary for us to wage in Africa
a struggle, a genuine struggle for what the late Wamba Dia Wamba called story politics. It's critical for what constituencies we mobilize in the struggle for this particular emancipation. It is also important, given that the Cotonou Agreement assumes a central place in Euro-African cooperation, it's important that it also raises the question of what solidarities do we need to construct, both within Africa, knowing that we have a number of nation states, but also between Africans and external actors. Those perhaps who, as a few speakers have already hinted before, do not think that the Cotonou Agreement and existing EPS do not provide a sound framework for Euro-African cooperation. So the historical footnote is important for the reason that it provides already guidelines as to how we need to think about these questions and what kinds of solutions we need to put on the table in order for us to be able to proceed on this analysis. And as I said, that at the core of the Cotonou Agreement is indeed a depiction of a clash of development paradigms, because the Cotonou Agreement in its historical context is in fact a carryover from originally what we call colonial developmentalism, that package of development policies put together in the case of the Anglophone African world from around 1945 all the way into the putative year of independence in Africa, that were designed to begin to assuage the mounting resistance that many Africans were raising in the context of the struggle for decolonization. Colonial developmentalism laid the basis for investing just a little bit, just enough, in Africans in the context of the final years of colonial rule, but also laid the basis for neocolonialism. And there are extensive studies, including Kwame Nkrumah's study neocolonialism, the last stage of imperialism. Neocolonialism, the last stage of colonialism, imperialism, that have laid out the frameworks and the networks and the strategies that were put in place in order to retain a sense of control over Africa in the context of the exiting colonial state. And one can go into the history. I don't have the time to do this, but one can understand that from the meetings held from around 19 into the 1970s, Yaoundé one, that essentially attempted to cobble together a partnership in the European economic community and Francophone Africa, all the way to Yaoundé 2. And then after Yaoundé 2, Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Lomé 4. All those attempts to put together a framework of control essentially spoke the desire to hold on to African economies in the context of the newly independent states, demonstrate that the idea of developing cooperation, in fact, was a euphemism for a neocolonial agenda. And what's interesting in this analysis, and Adedeji Adebayo arrives at this conclusion, and it's a sound conclusion in my analysis, is that from Yaoundé 1 to Yaoundé 2, and from Lomé 1 to Lomé 4, the nature of the agreements between the ACP and Europe began on a footing of the possibility of equal partnership. But by the 1980s, by the time we reached Lomé 4, it had moved from equal partnership to systems of conditionality in the context of a very, very neoliberal agenda. And this shift from equal partnership to conditionality was characterized essentially by disadvantaging the African countries, including the over 40 African countries that were signing on to this partnership.
This historical footnote is important. It is important because it's in the context of this framework that we begin to see the nexus between the old partnerships, the conditionalities that come, and a neoliberal agenda that led into the structural adjustment programs. And those structural adjustment programs, I mean, there were solidarities built across Africa and between Africa and European actors to fight against. But we know today that the danger that a new neoliberal agenda defined by an attempt to control Africa through a fresh start in structural adjustment program is something that is already on the horizons and that we cannot be running away from. So to be talking about this reality of a disadvantaged partnership, and a partnership that disadvantages Africa, that disadvantages the SCP countries, and to think that cooperation can emanate from there, I think is to delude ourselves as actors, as intellectuals in this particular agenda. But there is something else that this partnership did. And again, back to Adedeji Adebayo, the partnership was significant in undermining any possibility of an alternative African framework for development being realized. He goes to great lengths, and we know this to be true, beginning with the Lagos Plan of Action, which developed an alternative thinking, an alternative development paradigm for the development of Africa that was independent of the frameworks that were already in existence. And he lists at least 5 key frameworks that are important in terms of understanding how Africa could have potentially developed an alternative system of partnerships that centered the livelihoods of African peoples as important, as centered the development of African countries as important. And in those 5 alternative frameworks, beginning with the Lagos Plan of ending up with the United Nations new agenda for development for Africa, one begins to see an alternative framework that was consistently undermined, that was consistently opposed, that was eventually jettisoned from discussion through a combination of many European countries together with the Bretton Woods institutions. Okay, great. Can you prepare to conclude, please? Thank you very much. So, 3, and 5, the center of this was 3 minutes, more or less. 3-5 minutes. Okay. Actually, 3 is fine. Thank you very much. At the center of this alternative framework was a notion of self-reliance. There was a notion of self-sustainability, and there was a notion of socio-economic transformation for Africa. This being critical to development. And the consequence of this is that they have been jettisoned from the discussion. And in its place, we have had a whole range of palliatives, a whole range of nice sounding ones in the form of partnership, in the form of aid, in the form of our common humanity, in the form of a whole range of palliatives that do not allow us to think about the solidarities that we really need to build. And perhaps for me, this is where I want to conclude. We just lost power a minute ago. I want to conclude by asking the question, if we can frame thinking that goes beyond the Cotonou Agreement, that allows us to begin to think about self-reliance, self-reliance and self-sustainability, and that allows us to begin to see what kinds of solidarities we need to build. That would be a useful way of beginning to think through this, this process. Unfortunately, in the last couple of years, solidarities have been thinned down between European actors and African actors, and we do not have a common basis for doing this work. Organizations like CODESRIA, organizations in Europe are not involved in these particular frameworks. Do I feel